Figaro Live, il est 11h11, passé de quelques minutes, et il était 20h43 hier soir quand ce cri a retenti dans les travées du Parlement londonien de Westminster. The ayes to the right, 202. The noes, order. The ayes to the right, 202. The noes to the left, 432. C'est net et sans appel. Alors question, regrettez-vous le rejet par les députés britanniques de l'accord trouvé avec l'Union européenne? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui, ce matin, sur Twitter, #Figaro Live, #les décrypteurs. Et on va aller tout de suite à Londres retrouver le correspondant du Figaro qui suit minute par minute les développements depuis ce vote et même avant. Bonjour Florentin Collomb. Bonjour. Quelle est l'ambiance ce matin dans la capitale britannique ? Le chaos ne pourrait pas être plus grand que ce qu'il est ce matin. On ne savait pas très bien où on allait hier avant le vote. Aujourd'hui, on en sait encore moins. Certains pensaient que l'ampleur de la défaite de Theresa May et de cet accord qu'elle défendait ouvrirait la voie à un pivot, un changement de stratégie, l'émergence de nouvelles solutions. Mais on en est encore très loin. Et pour l'instant, chacun cherche à régler ses comptes. C'est un petit peu comme des animaux fous lâchés dans une basse-cour. Il n'y a aucune direction et aujourd'hui la classe politique va être concentrée sur des joutes très politiciennes puisque Jeremy Corbyn, le chef de l'opposition, a déposé une motion de censure contre le gouvernement de Theresa May qui va être discutée cet après-midi et votée ce soir. Alors précisément, Florentin, on précise que les animaux de basse-cour vus de Londres, c'est plutôt des Français, c'est plutôt des coqs. Mais pour revenir plus sérieusement, puisque vous faites allusion à cette motion de censure déposée par Jeremy Corbyn, qu'on entendra sans doute dans le courant de cette émission, est-ce qu'elle a une chance, même infime, de passer ? Non, elle n'a aucune chance de passer parce que, paradoxalement, alors qu'un tiers des députés conservateurs ont lâché Theresa May hier soir, ils vont tous se remobiliser derrière elle pour la soutenir, ainsi que les alliés du Parti conservateur nord-irlandais du Democratic Unionist Party, qui l'avaient lâché aussi hier. Ils ont annoncé qu'ils allaient la soutenir dans cette motion de censure. Donc elle a les chiffres nécessaires pour survivre à ce vote de défiance finalement presque symbolique déposé par Jeremy Corbyn pour montrer qu'il est leader de l'opposition et qu'il s'oppose à un chef du gouvernement qui a perdu un vote crucial au Parlement. Mais c'est une journée de perdu de plus. Puisque, si je vous suis, Theresa May donc a toutes les chances de se maintenir. Elle a prévu de s'exprimer en début de semaine prochaine. Elle est tenue de présenter un nouveau plan. Est-ce qu'on a une idée de cette espèce de plan B qu'on évoque depuis ces dernières heures ? Non seulement on n'en a aucune idée, mais on suppose qu'elle non plus n'en a pas la moindre idée. C'est un peu le drame de la situation actuelle. Donc c'est un amendement parlementaire la semaine dernière qui lui a donné uniquement 3 jours de session parlementaire, ce qui fixe le délai à lundi pour revenir avec un autre plan. Mais d'après les bruits qu'on entend depuis Downing Street hier soir ou ce matin, elle entend revenir avec le même plan en disant qu'on allait l'améliorer, le même accord qu'on allait essayer de l'améliorer, l'amender, écouter un peu à droite à gauche les critiques pour essayer de retourner à Bruxelles négocier des concessions supplémentaires, mais il ne semblerait pas qu'elle ait fait un grand virage à 180 degrés pour partir vers une autre direction. Donc, alors l'améliorer, l'amender, c'est quand même déjà un plan B, c'est-à-dire qu'il y aurait une solution chez Theresa May, c'est de dire donnez-moi un vote de soutien pour que j'aille renégocier à Bruxelles. D'une certaine façon, oui, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à renégocier puisque les avis divergent à Londres et que Bruxelles n'est pas prêt à renégocier grand-chose sur les principes fondamentaux. Donc Bruxelles, aujourd'hui, ils disent que si les Britanniques changent leur ligne rouge, on est prêt à discuter de nouveaux contours de la négociation. Mais si on reste dans le même cadre et que Theresa May, elle, ne prend pas ne change pas fondamentalement de doctrine sur ce Brexit et ce qu'il doit être. C'est-à-dire que si la doctrine fondamentale de Theresa May, c'est que le Brexit doit se faire.
C'est que le Brexit doit se faire, mais avec un certain nombre de lignes rouges, c'est-à-dire en sortant du marché commun, en empêchant la liberté de mouvement européenne, en ne restant pas dans une union douanière, en ne restant pas soumis à l'autorité de la Cour européenne de justice, etc., qui sont des conditions que les 27 ont prises en compte pour négocier l'accord qui était sur la table hier, mais qui, semble-t-il, déplaît très fortement aux parlementaires britanniques. Une toute dernière question, Florentin. Est-ce qu'une sortie sans accord, ce qu'on appelle un hard Brexit, est possible, ou bien est-ce qu'un deuxième référendum est envisageable aujourd'hui ? Les deux sont possibles. Le plus probable aujourd'hui, légalement, c'est la sortie sans accord, puisque la Grande-Bretagne doit sortir dans 72 jours et elle n'a pas d'accord. Donc, si elle n'a pas d'accord, elle sortira sans accord. Et ce matin, une ministre du gouvernement de Theresa May répétait « Nous sortirons le 29 mars. Il n'est pas question de prolonger le délai. » Donc c'est possible. Et un nouveau référendum est une option encore un peu distante, mais qui pourrait s'imposer. Merci beaucoup Florentin pour ces premières précisions. Vous n'hésitez pas à revenir vers vous d'ici la fin de l'émission pour nous donner les derniers développements, les dernières informations, les derniers détails, éventuellement les nouveaux coups de théâtre. On y est habitué depuis maintenant le juin 2016. En particulier, donc les derniers développements qu'on guette, ce sont ceux qui peuvent survenir depuis cette déclaration faite hier soir par Theresa May. It is clear that the House does not support this deal, but tonight's vote tells us nothing about what it does support. The government has heard what the House has said tonight, but I ask members on all sides of the House to listen to the British people who want this issue settled. Regrettez-vous le rejet par les députés britanniques de l'accord trouvé par l'Union européenne? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter. #Figaro Live, #lesdécrypteurs. Un vote, un rejet massif. Bonjour Olivier de France, vous travaillez à l'Institut des relations internationales et stratégiques. C'est même une claque, on dit une claque historique. Certains hésitent. Depuis la Grande Dépression des années 20, depuis un siècle, jamais un Premier ministre britannique n'avait subi un tel camouflet. Plus de 220 voix d'écart. Et ça, 230 voix, c'est encore pire que le précédent, c'était 1924 et c'était 160, quelque chose comme ça. Donc en fait, c'est effectivement la pire défaite d'un gouvernement de l'histoire britannique. Elle a une énorme marge de défaite, mais elle n'a pas de marge de manœuvre. C'est ça la leçon. Elle n'a pas de marge de manœuvre et plus exactement, elle est face en fait à la même situation à laquelle le Royaume-Uni fait face depuis maintenant 2 ans et demi. C'est qu'en fait, le Parlement est divisé, le pays est divisé et qu'on n'a actuellement aucune majorité, ni pour le compromis de Theresa May, comme l'a montré le vote d'hier soir, ni pour une absence d'accord avec l'Union européenne, s'il n'y a pas de majorité pour cette option-là au Parlement, ni pour un second référendum. Il y a peut-être un scénario qui est plus plausible que les autres à l'heure actuelle, c'est que tout bêtement, les faits sont têtus. Le 29 mars, ça commence à être quand même, c'est dans 72 jours. Ça va commencer à être compliqué du point de vue strictement législatif. Et donc, il se pourrait que l'article 50 soit révoqué de manière unilatérale par le Royaume-Uni, soit étendu, prolongé, suite à l'accord avec l'Union européenne. Alors, juste, sans être trop technique, on rappelle ce qu'est l'article 50. C'est le dispositif qui permet au Royaume-Uni de sortir. Voilà, c'est ça. Et en réalité, on pourrait reporter la date éventuellement du Brexit. Il y a 2 options. Soit on la reporte, soit on la rejette. Donc, si le Royaume-Uni veut rejeter l'article 50, ça veut dire que le Royaume-Uni reste au sein de l'Union européenne. Et ça, le Royaume-Uni peut le faire de manière unilatérale. Si le Royaume-Uni souhaite prolonger ce délai de manière à trouver une solution d'ici éventuellement à mai ou juin de cette année, il faut le faire. C'est ce que propose, on le voit bien sur ce calendrier, des députés européens. C'est ça. Notamment. Mais ça, il faut l'accord des 27 gouvernements de l'Union européenne. Donc sur cette date du 30 juin, on n'est pas encore Le seul problème, c'est qu'il y a les élections européennes en mai. Et que ça serait quand même bizarre d'avoir des députés britanniques dans le nouveau Parlement européen. Mais ce n'est pas la première bizarrerie auquel nous ont habitués les institutions européennes et nos amis britanniques. Qui a voté pour l'accord? Qui a voté contre? Est-ce qu'on y voit un peu une leçon entre
Il y avait ceux qui étaient pro-Brexit et anti-Brexit, mais il y avait aussi les pro-Brexit, anti-accord, les pro-Brexit, pro-accord, les anti... Bon, voilà. Quelle est la leçon? En fait, on peut comptabiliser les votes, mais chacune de ces différentes parties, effectivement, avait des objectifs différents. Donc, en gros, vous avez 196 députés conservateurs qui ont voté pour le compromis de Theresa May, et vous avez quand même 116 ou 118 députés conservateurs, donc du propre parti de Theresa May, qui ont voté contre. C'est quand même quasiment un tiers de son propre parti. C'est ça qui est historique. Et puis, à côté de ça, vous avez, je crois que c'est 248 députés travaillistes qui ont voté contre cet accord. Vous avez 3 députés travaillistes qui ont voté pour. Enfin, en gros, les lignes de force sont quand même assez claires. Ces lignes de force, vous en déduisez quoi? Alors ça, bien malin qui peut en déduire quoi que ce soit. Encore une fois, si vous voulez, une majorité ne se dégage pour aucune des options qui est actuellement sur la table. Et c'est pour ça que pour l'instant, le scénario le plus plausible, c'est qu'en fait, on finisse par c'est une impasse, donc c'est le hard Brexit, donc on peut retourner là. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'un Brexit dur soit plus probable qu'avant. Mais ce qui est plus probable, c'est certainement qu'on soit face au fait qu'on n'arrive pas à trouver de solution et qu'il nous faut encore quelques mois. Mais est-ce que dans quelques mois, on aura trouvé une solution alors que la guerre de Tranchée, en fait, la guerre de Tranchée est toujours la même que l'année dernière ou celle de l'année d'avant, en fait. C'est très polarisé. Les travaillistes ont essayé de censurer Theresa May, essayent de censurer Theresa May. Est-ce que sur l'Europe, par exemple, s'ils arrivaient à cette censure, peu de chance, mais s'il y avait de nouvelles élections qui l'emportaient, est-ce qu'ils ont une alternative crédible sur l'Europe? Alors, 2 choses. Donc, les conservateurs ont essayé, eux, de gagner une motion de défense contre leur propre dirigeante, qu'ils ont perdue. Aujourd'hui, Jeremy Corbyn a mis sur la table une motion de défiance qui va perdre parce que tout simplement les conservateurs et les unionistes nord-irlandais ne souhaitent pas voir Jeremy Corbyn au pouvoir. Sur l'Europe. Et Corbyn en lui-même, le problème c'est que Corbyn n'était pas clair. La première caractéristique de ses ambitions sur le Brexit, c'est 1, qu'elles ne sont pas claires, 2, qu'elles ne sont pas crédibles. Et d'ailleurs, pourquoi elles ne sont pas crédibles? Parce qu'elles ne sont pas claires? Parce qu'on ne sait pas quelle est sa vraie position par rapport à l'Europe, ou bien est-ce qu'il est favorable à l'Union européenne alors que son électorat, lui, ne l'est pas? En fait, sa stratégie, elle ne porte quasiment pas sur le Brexit. Sa stratégie, lui, c'est d'arriver au pouvoir. Donc, en fait, lui, le second référendum, à la limite, c'est pas sans problème, c'est arriver au pouvoir, et ensuite, lui, il dit qu'il va pouvoir négocier un accord avec l'Union européenne qui est meilleur que l'accord que Theresa May a déjà négocié. Mais il continuerait dans la logique de la sortie de la Grande-Bretagne, absolument. du Royaume-Uni. Par contre, ce n'est pas crédible, ce n'est pas réaliste de dire que Jeremy Corbyn arriverait à faire un accord négocier un accord meilleur mieux disant que celui de Theresa May. Une toute dernière question, s'il y avait un nouveau référendum, qui l'emporterait aujourd'hui? Alors ça... Le problème, c'est qu'on a des sondages, donc il est possible qu'il y ait eu effectivement une petite modification, pas énorme, mais une petite modification dans l'opinion. C'est possible que le fait de rester dans l'Union européenne l'emporte peut-être 52%, ce serait l'inverse du référendum précédent. Mais le problème, c'est qu'après, qu'est-ce qu'on fait? Il faut un 3e référendum pour essayer de tirer les conclusions du 2e. Enfin, comment est-ce qu'on s'en sort si on a voté à 52% pour rester aujourd'hui et 52% pour sortir il y a 2 ans et demi? On va essayer de voir ça justement avec Jean-Marc Gonin. Merci beaucoup Olivier de France pour ces premières précisions. Vous continuez à vous poser vos questions, à voter sur Twitter, #Figaro Live, #les décrypteurs, regrettez-vous le vote des députés britanniques qui ont rejeté l'accord avec l'Union européenne. Sans attendre, lui, le résultat, le président français s'est permis hier cette réflexion. C'était au cours de ces 7 heures de lancement marathon du grand débat national. On écoute Emmanuel Macron. Ça nous dit aussi beaucoup dans la période que nous vivons de ce que des référendums qui paraissent sympathiques peuvent créer. C'est que c'est un référendum qui a été manipulé de l'extérieur par beaucoup de ce qu'on appelle les infox aujourd'hui, où on a dit tout et n'importe quoi, puis après on a dit « non, débrouillez-vous ». Et bilan des courses, c'est pas vrai. On a menti aux gens, et ce qu'ils ont choisi, c'est pas possible. Après, bon courage pour les représentants de la nation, qui doivent mettre en œuvre un truc qui n'existe pas et l'expliquer aux gens, vous avez voté sur un truc, on vous avait menti. Bonjour Jean-Marc Gonin. Bonjour. Vous êtes grand reporter au Figaro Magazine et vous êtes le grand reporter chargé de suivre les questions internationales à ce prestigieux titre du groupe Figaro. Et vous connaissez très bien la Grande-Bretagne où vous vous rendez assez souvent. Qu'est-ce qui vous a frappé dans les résultats d'hier soir ?
C'est un résultat dévastateur, premier point. Et surtout, j'ai regardé les émissions qui ont suivi en direct sur la BBC, l'immense désarroi des interlocuteurs de nos confrères britanniques, c'est-à-dire que chaque personnage politique qui passait à l'antenne avait une solution différente. Donc on avait un sentiment de chaos total. Et ce qui est une curiosité dans la politique britannique, où le pragmatisme a toujours été une règle d'or, c'est-à-dire qu'on trouve des solutions. On n'est pas du tout dans cette espèce de bataille idéologique qu'on a trop souvent en France. Là, chacun est les deux pieds sur ses positions et personne ne donne l'impression de vouloir faire la moindre concession. Le Brexit, pour l'instant, n'est pas remis en question. Non, il ne l'est pas du tout. Les majorités sont assez claires, je veux dire, du point de vue du Parlement. Parlementaire. Voilà. Donc, personne ne songe. Il y a une majorité au Parlement britannique en faveur du respect des résultats du référendum de juin 2016. Là aussi, c'est un pays qui a quand même, sinon inventé la démocratie, du moins un peu pionnier de la démocratie moderne. Qui a imposé la démocratie. Et qui reste très respectueux. En plus, le référendum n'est pas une pratique usuelle en Grande-Bretagne. Quand Cameron a déclenché, il serait, pour beaucoup de ces gens-là, y compris des gens qui étaient dans le camp du Remain, de rester, ne pas respecter une volonté populaire, c'est quelque chose qui les heurte profondément. Question du côté britannique, restons de ce côté-là un instant. Est-ce que vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, s'il y avait un nouveau référendum, même si on est très respectueux des formes et des verdicts démocratiques, est-ce que vous pensez vraiment que l'opinion britannique peut se retourner comme le pensent les partisans d'un second référendum? Je répondrai comme mon prédécesseur. Effectivement, les sondages ont l'air de dire que les choses ont bougé. Mais de là à désavouer par un nouveau référendum, ce que je veux dire, c'est que l'exercice aujourd'hui d'un deuxième référendum est presque un déni de démocratie. Et puis, on va polariser un pays qui l'est déjà terriblement. Je pense qu'une classe politique qui déciderait de renvoyer les gens aux urnes pour voter pour le Parlement, c'est une affaire différente. Mais en revanche, sur un référendum sur le même thème, je crois que ce serait assez irresponsable. Et on a vu même hier, à Westminster, il y avait énormément de gens qui manifestaient. Alors, il y avait des gens pour un nouveau référendum, mais il y avait aussi des gens qui avaient voté le Brexit et qui entendaient bien qu'il ait lieu. Ces gens-là avaient des opinions aussi très tranchées. Lancer un nouveau référendum, vous risquez d'avoir vraiment de la violence. Une repolarisation de la vie britannique. Ça peut même déboucher sur une certaine violence. C'est une époque assez tendu en ce moment, il est partout. Alors justement, on en parlait un instant, le Labour, s'il y avait des nouvelles élections aujourd'hui, c'est un autre scénario qui est sur la table, aurait des chances de l'emporter. Mais il aurait dû, lui, voter en faveur de l'accord voulu par Theresa May, et il ne l'a pas fait. Mais bien sûr, parce que Corbyn a une stratégie qui est celle il l'a même exposé dans le congrès de son parti, à l'automne dernier, la stratégie, c'est d'arriver au pouvoir. Donc Corbyn fait tout, et en plus il a promis qu'il y arriverait, sinon après il y a une autre clause qui l'inciterait à demander un nouveau référendum. Mais dans un premier temps, Corbyn a une stratégie de pouvoir, en plus il est lui-même un eurosceptique convaincu, il faisait partie de l'aile gauche du Labour qui n'a jamais été pro-européenne. Donc dans la conviction personnelle et dans ses intérêts politiques, lui, il n'est pas du tout sur cette ligne pour l'instant. Mais c'est vrai, comme vous l'avez dit auparavant, qu'il a un électorat qui est plutôt favorable au fait de rester dans l'Union européenne. Et il a aussi une majorité dans son groupe qui est pour rester. Mais néanmoins, le parti Labour est à peine plus clair dans sa position que le parti Tory sur le destin de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. À vous écouter, on se dit que même la configuration politique aujourd'hui britannique est structurée autour de l'opposition entre deux grands partis, même s'il y a des petits partis, elle-même semble avoir vécu. Adrian Jones, lui, écrit que l'Angleterre s'en sortira, mais que le Royaume-Uni, lui, est menacé. Ça, c'est l'autre épée de Damoclès qui est là depuis le début, depuis les résultats du référendum, puisque l'Écosse a voté fortement pour rester. Et régulièrement, le parti nationaliste écossais, le SNP, répète à l'envi qu'ils ne veulent pas des conditions dures d'un Brexit dur, qu'ils veulent garder des liens avec l'Europe, etc. J'ai entendu hier soir leur leader parlementaire à Westminster, qui était assez menaçant lui aussi. Alors évidemment, il ne pèse pas lourd au sein de la Chambre des communes, mais en revanche, il pourrait très bien relancer un référendum sur
la sortie du Royaume-Uni, qu'ils ont perdu une première fois, mais avec cette nouvelle donne, tout est possible. Et on voit bien que tous les problèmes sont posés justement par l'unité du Royaume-Uni. Là, c'était l'Irlande du Nord qui avait peur d'une sécession si on trouvait l'accord, mais peut-être l'autre option qui est effectivement sur la table, c'est cette menace de l'Écosse, sans parler même du Parlement de Londres, disait-on, qui voulait lui-même faire sécession. Absolument. Merci Jean-Marc pour ces précisions. On va aller vous pouvez rester là, on va aller à Bruxelles tout de suite retrouver Anne Rovan. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes la correspondante du Figaro à Bruxelles. Merci d'être avec nous et de prendre quelques minutes parce qu'il y a j'imagine, beaucoup d'agitation entre le Parlement européen, la Commission européenne et l'Union européenne elle-même. Est-ce que, ceci dit, Anne, pour être honnête, on est si surpris ce matin à Bruxelles du résultat du vote à Westminster? Alors, on n'est pas surpris par la défaite de Theresa May. Elle avait été anticipée. D'ailleurs, les éléments de langage étaient prêts depuis plusieurs jours. Ils avaient été négociés avec les États membres. Voilà. Et on m'expliquait hier dans la journée, avant le vote, que de toute façon, ça passerait. Enfin, que les éléments de langage valaient pour tout type de défaite. On est malgré tout un peu surpris par l'ampleur de la défaite de Theresa May. Voilà. Et on est un peu sonné. C'est-à-dire qu'en réalité, enfin, les Européens sont sonnés parce que l'ampleur de la défaite rend très compliquée, en fait, une issue, rend l'issue encore plus difficile. Si Theresa May avait perdu à quelques dizaines de voix, bon, il y avait un moyen peut-être de faire basculer des députés britanniques en apportant certains aménagements à l'accord. Enfin, des aménagements ou en proposant de nouvelles clarifications. Bon, là, manifestement, on n'est plus du tout dans ce scénario-là. Alors, justement, côté scénario, on a entendu encore la ligne dure défendue par le président en titre de l'Union européenne, le chancelier autrichien Sebastian Kurz, qui a regretté profondément ce vote et qui a dit qu'on ne changerait pas au dispositif qui avait été laborieusement trouvé et conclu à l'automne. Ça, c'est pour le discours officiel. Officieusement, est-ce qu'on est si décidé à ne pas faire un geste pour trouver un accord ? C'est très compliqué en réalité. Faire un geste, c'est poser un vrai problème, ou poserait un vrai problème aux 27, parce qu'il s'agirait en fait d'ouvrir une brèche sur l'accord, une brèche dans l'Union européenne sur tout ce qui concerne le marché unique. Voilà. Et donc en réalité, faire un geste, reviendrait peut-être à faire passer effectivement cet accord, mais reviendrait à terme à fragiliser et à ne pas protéger suffisamment le continent. Alors, voilà. Donc, alors quelle est l'option sur la table? C'est de continuer, de rester sur la ligne dure finalement, si je vous suis. C'est très compliqué de le dire, hein. Vraiment, là, ils sont un petit peu dans le brouillard. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, en réalité, les institutions européennes, Jean-Claude Juncker, Donald Tusk, attendent que Theresa May revienne. Bon, d'abord, attendent le vote, bien évidemment, de ce soir, hein. Et une fois que ce vote sera passé, attendent que Theresa May revienne pour faire un certain nombre de propositions, dans le fond. C'est à elle de décider d'un certain nombre de choses. Maintenant, concernant le backstop, franchement, je ne vois pas quelle solution pourrait être trouvée. Il y a plusieurs scénarios qui sont envisagés. Il peut y avoir une renégociation, mais une renégociation cosmétique, hein, dont a parlé hier d'ailleurs Emmanuel Macron. Hein. Il peut y avoir, enfin, cette renégociation pourrait supposer un report du Brexit, mais un report du Brexit jusqu'à quand ? C'est-à-dire que au plus tard, ce serait un report jusqu'au 30 juin, puisque en fait
fait, les Européens sont bloqués par les élections européennes et que le nouveau Parlement doit sera mis en place le 1er juillet. Donc ça rend les choses un peu plus compliquées. Et puis il y a un autre scénario, c'est effectivement le scénario du no deal. Et c'est celui qui a pris vraiment beaucoup de relief depuis hier soir ici à Bruxelles. Le scénario du no deal, donc qui prend beaucoup de relief et qui tient la corde le plus depuis hier soir à Bruxelles, où on considère que la balle est dans le camp de Theresa May. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Pardon, j'ajoute quand même une chose, sachant que personne n'y a intérêt, que les Européens n'y ont évidemment pas intérêt et qui feront tout dans les marges de manœuvre, enfin dans les limites possibles, pour essayer de sauver les choses et de faire en sorte qu'il y ait un retrait ordonné. Du Royaume-Uni, de l'Union européenne. Merci beaucoup Anne pour toutes ces précisions, ces informations et ces éclairages qui sont très intéressants vus de Bruxelles, parce que forcément on ne les a pas tout de suite en tête quand on regarde ça depuis ici, depuis Paris. On vous laisse suivre les prochaines déclarations des responsables de la Commission et de l'Union européenne qui doivent s'exprimer dans les toutes prochaines minutes. Merci d'avoir été en direct avec nous. Paul Thompson nous a rejoint. Bonjour. Vous êtes vice-président des conservateurs français, enfin des conservateurs qui sont en France. Vous êtes content, vous êtes triste du vote d'hier ou... Je ne suis pas surpris parce que toutes les prédictions pas ma question. Allaient dans ce sens. Je pense que j'aurais voté parce que parce que même si ce projet de loi était critiquable, et je pense qu'il aurait pu être mieux négocié, il représentait quand même un compromis défendable, et c'est vrai qu'aujourd'hui on a une situation de grande incertitude, ce qui est nuisible pour le pays, et même la vie politique au Royaume-Uni est, c'est vrai, en train de descendre dans une sorte de chaos assez malsain et même menaçant. Donc tout ça est regrettable. Est-ce que vous ne craignez pas finalement de connaître la même issue que les partis politiques français, les partis politiques traditionnels français qui sont en train de décroître, de disparaître au profit des nouvelles forces politiques? Non, pas du tout. Le Parti conservateur a 350 ans d'existence, si on comprend si on remonte tout aux origines, au XVIIe siècle, et tout le fonctionnement des partis politiques au Royaume-Uni, comme dans le reste du monde anglo-saxon, est très différent de ce qu'on peut constater en France. Donc non, honnêtement, je ne pense pas qu'il y a un risque. Paul Thompson, qu'est-ce qui doit se passer selon vous? Et je vous pose la question différemment. Il y a un certain nombre de scénarios quand même qui prévoient des options quand même assez difficiles. Un hard Brexit, une sortie sans accord, ou bien un accord moins 10 ans, ou un nouveau référendum. 3 solutions quand même qui sont pas tellement positives finalement. De toutes les trois, de ces 3 mots, quel serait le moindre selon vous? Qu'est-ce qui serait le moins pire, si vous me permettez l'expression? La bonne solution serait de trouver un compromis avec Bruxelles. Et apparemment, on ne s'y oriente pas. Je ne partage pas cette analyse. Je crois que Bruxelles s'efforce de rester dans une posture qui lui a très bien servi jusqu'ici dans toute cette très longue négociation qui consistait à dire nous ne négocions pas, mais en fait, dans une situation où les 2 parties ont un intérêt à trouver un accord, chaque partie est forcément prête à bouger. Et ici, vous considérez qu'on est encore en phase de négociation, en fait? Je pense qu'une négociation est encore possible et que c'est vrai que pour l'Union européenne, un non-accord serait véritablement catastrophique. Cela ouvrirait une crise financière tout de suite pour l'Union européenne, et des solutions, à mon avis, sont à portée de main sur ce problème de filet de sécurité. Et même Boris Johnson a dit que si une solution était trouvée
sur ce point, eh bien, lui soutiendrait l'accord de retrait, ce qui est très, très significatif. Et beaucoup des conservateurs qui ont voté contre, je crois, sont dans ce cas. Et donc, il y a une voie pour trouver une issue qui existe en réalité. Alors, à l'instant, justement, pour aller dans votre sens, Paul Thompson, Angela Merkel déclare que, je cite, « Nous avons encore le temps de négocier. S'il y a des solutions possibles aujourd'hui qui sont évoquées, en particulier donc, sur cette notion de backstop. On revient succinctement, le backstop, c'est une période transitoire qui permettrait de laisser le Royaume-Uni dans l'union douanière avec l'Union européenne, le temps de trouver un modus vivendi plus durable avec l'Union européenne, sans remettre en cause l'intégralité territoriale du Royaume-Uni. Si vous ne comprenez pas, vous reposez la question et on vous le réexpliquera. Sur ça, quelle pourrait être l'évolution justement sur ce dispositif du backstop ? Il y aurait deux possibilités qui pourraient se conjuguer. Premièrement, fixer une limite dans le temps, ce qui a été refusé constamment par Bruxelles juste ici, mais comme j'ai dit, dans une négociation, s'il y a une envie d'aboutir, eh bien, chacun s'efforce de trouver une solution. Une limite dans le temps et un recours à des solutions technologiques qui ont déjà été proposées par le Royaume-Uni vers le début de la négociation. Quelles seraient ces solutions technologiques ? Je ne suis pas un expert. Quel serait le but des solutions technologiques ? Il y aurait des modalités de surveillance avec des appareils qui sont déjà utilisés pour certains types de produits apparemment, qui permettraient d'éviter d'avoir des postes de passage. Ce qui a été dramatique pendant le temps des troubles en Irlande, c'est qu'il y avait des postes de passage où les gens devaient s'arrêter. Et attendre. Oui, faire la et queue. souvent on demandait qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous avez des armes, etc. Tout ça, c'est vrai, accroissait la vive tension entre le nord et le sud de l'Irlande, mais on pourrait éviter cela avec des solutions technologiques de surveillance, notamment avec l'Union européenne a elle-même envisagé. Oui, absolument. Elle a dit que ce serait peut-être une voie. Donc. Je précise que la limite dans le temps pour justement un backstop, c'était que le backstop, en théorie, c'est une solution transitoire, mais on avait fixé aucune date, aucune perspective de temps par rapport à une solution qui était transitoire. Donc les députés conservateurs ont pensé que c'était un provisoire qui devait durer longtemps et qu'il n'y aurait pas de sortie de l'Union européenne. Et il n'y avait aucun droit pour le Royaume-Uni d'en sortir unilatéralement. Donc c'était pire que le statu quo aujourd'hui, parce que l'article 50 au moins offre une porte de sortie. Merci beaucoup Paul Thompson pour ces précisions et puis d'être venu ici et de l'avoir exposé dans un français parfait. On aimerait bien exprimer les mêmes choses dans un anglais aussi parfait que l'est votre français. Un homme voit les choses de façon sereine, en tout cas pour l'avenir. C'est notre ex-confrère du Monde, Marc Roche, qui est convaincu, comme le titre de son dernier livre, que le Brexit, lui, va réussir. À court terme, le Brexit pose énormément de problèmes parce que c'est une cassure, un divorce énorme. À long terme, ma thèse, c'est que le Brexit va profiter à l'Angleterre, non pas parce que ce sera un pays meilleur, mais ce sera un pays différent. La Grande-Bretagne va s'en sortir parce qu'elle va être plus que jamais accueillante aux investisseurs étrangers, industriels comme financiers. D'ailleurs, ils ne sont pas partie malgré l'incertitude du Brexit. Et donc cette Angleterre qui va devenir plus offshore, plus inégalitaire, qui aura réglé son problème migratoire et qui dispose des atouts comme la langue anglaise, la loi anglaise et surtout ce qu'on appelle aujourd'hui le soft power, c'est-à-dire la culture, les médias, les exportations de haute technologie. Les universités, dites-vous aussi, vont continuer à rayonner plus que jamais. Qui vont jouer un rôle essentiel parce qu'on ne peut pas s'en passer et parce que les universités britanniques sont étroitement liées à l'industrie. Alors, j'aimerais bien avoir votre réaction par rapport justement à ce que dit cette analyse un peu iconoclaste de Marc Roche. Iconoclaste parce qu'on a peu ce discours dans les élites et chez les décideurs, en tout cas en France. Bobif nous dit « Un nouveau référendum n'aurait de sens que si la question était différente et constructive ». C'est votre avis, Marc Thompson ?
Personnellement, je pense que ce serait un désastre d'organiser un deuxième référendum. C'est intéressant que vous dites ça parce que vous êtes opposé au Brexit. Je suis opposé au Brexit, mais également un deuxième référendum. Comme vous avez très bien dit, ce serait considéré comme un déni de démocratie et comme absolument choquant et inacceptable. Et j'espère que le bon sens continuera à prévaloir sur ce sujet. Vous partagez l'analyse de Paul Thompson? Sur le nouveau référendum? Ouais. Oui, absolument. Moi, je suis... Hernandez nous dit le premier partenaire commercial de la France reste l'Allemagne et de loin et pas le Royaume-Uni. C'est vrai. L'autre info qui nous est tombée, c'est que la bourse de Londres était en baisse modérée. Les marchés financiers faisaient donc preuve de flegme ce mercredi. La livre s'est repris. Mais beaucoup de choses avaient été anticipées, Vincent. Ouais. Il y avait quand même beaucoup d'anticipation avant ce vote. Des positions avaient été prises en fonction d'une défaite de Madame May. Ivan nous pose la question, et si les Anglais décidaient de rester, sous quelles conditions cela serait-il? Devraient-ils renouer sans les conditions spéciales? Ils risquent effectivement de perdre certains avantages, mais simplement pour le livre de Marc Roche, moi je veux bien, il vendra son bouquin, mais là on parle quand même de... Il est très intéressant, je vous le recommande. Mais là on parle d'êtres humains en fait, il y a des gens, des familles qui sont au Royaume-Uni, on parle pas seulement de la bourse, là on est en train de mettre en jeu des familles, donc... je pense qu'il faut aussi... C'est intéressant, ceci dit, j'entends ce que vous dites, mais c'est intéressant parce que justement, on disait que ça allait être une catastrophe économique, le Brexit, et Marc Roche essaye de démontrer qu'économiquement, ça ne va pas être si catastrophique que ça. Oui, on peut essayer effectivement d'habiter dans un univers parallèle où on n'écoute pas la très grande majorité des experts sur la question. Moi, personnellement, c'est pas mon cas. Quand je ne connais pas quelque chose, j'écoute les experts. C'est Descartes lui-même qui a dit ça dans le discours de la méthode. Peut-être une dernière question, un dernier commentaire. Eric qui nous dit « Je suis choqué par le comportement des pro-Brexit comme Boris Johnson qui a refusé de prendre le pouvoir quand il a gagné le référendum. » C'est vrai. Ils ont trompé les gens. Maintenant, certains Anglais souhaitent revenir en Europe. Et on entend ce que dit Eric, mais comme vous dites, revenir en Europe ou refaire un référendum poserait d'autres problèmes. Absolument. Et il y a comme je disais, il y a des solutions qui existent, même si on a tardé un peu à les arrêter, à fixer les choses. Sur Boris Johnson, je voudrais... rebondir, il a été en quelque sorte empêché de se présenter pour la position de leader du Parti conservateur parce que son bras droit, Michael Gove, lui a mis quand même un poignard dans le dos le matin même où il devait soumettre ses papiers. Donc, il est faux, même si on le dit très souvent en France, il est faux d'affirmer que c'est quelqu'un qui n'avait pas le courage d'aller à la bataille. Honnêtement, je ne pense pas. À la bataille et pour succéder à Theresa May. Oui, et il reste dans le jeu aujourd'hui, donc il n'est pas à négliger. Merci de le préciser. Une toute dernière question, mais vraiment rapide, Jean-Marc, parce qu'on est dans le temps additionnel. Qu'en pense la reine du Brexit, même en secret? On le sait. Ça, c'est très difficile. Je crois, je sais plus quel journal avait laissé entendre, je ne sais plus si c'était le Télégraphe ou le Daily Mail, qu'elle était plutôt pour le Brexit. Mais en tant que souveraine, ça paraît normal. Partager la souveraineté pour une souveraine, c'est difficile. Non, aucun. Mais c'est dans la logique quand on est souverain. Merci beaucoup. Merci de toute cette précision. Merci à nos correspondants, à Florentin Collant à Londres et Anne Rovan à Bruxelles. Et merci à vous d'avoir participé également à cette émission et à la question Twitter. Regrettez-vous que les députés britanniques aient refusé l'accord signé avec Bruxelles? Eh bien, vous étiez une majorité à répondre non, ce n'est pas un sondage, c'était juste une question. Merci d'y avoir répondu. Et on y revient ce soir dans Point de vue. Rendez-vous à 17h autour de Guillaume Roquette. Et dans les prochaines heures, en attendant 16h, Figaro Live musique. Et dans un instant, le talk Yves Tréhard reçoit Éric Ciotti. Demain, dans les décrypteurs, on revient justement sur la démographie française qui est en berne.